Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème aujourd'hui la bienveillance. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de soucis techniques. Alors, je vais faire un Facebook Live aujourd'hui un peu plus scolaire que d'habitude, parce qu'en fait, je me suis vraiment aperçue que la bienveillance était un thème d'une grande complexité. Il est évidemment impossible de la traiter dans son intégralité à l'occasion d'un Facebook Live qui durera, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure. Mais le but pour moi, c'est vraiment de vous donner un certain nombre d'éléments qui me semblent être ceux qui reviennent le plus souvent. Je parle vraiment de bienveillance dans l'idée de développement personnel. Donc, comme d'habitude, ça n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Je vous donne les éléments que j'ai acquis au cours de mes formations et de ma carrière. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est ok. Et puis si jamais vous avez besoin de précision, de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonjour à ceux qui me font signe. Je répondrai comme je peux, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple par rapport à la complexité en tout cas du sujet aujourd'hui. Je ferai de mon mieux et puis si j'ai d'autres ajouts, potentiellement je les mettrai en commentaire après le live. Bienvenue à tous et à toutes en tout cas. Donc ce que je voulais commencer à faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment reprendre la définition de la bienveillance. Alors si je prends la définition de la langue française, donc du Larousse, la bienveillance c'est un état d'esprit invitant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Ça vient du latin benevolens, donc qui veut le bien d'autrui. Ça c'est vraiment la définition de base dans la langue française et on peut choisir comme synonyme les mots générosité, considération, gentillesse. Évidemment, quand on parle de développement personnel, il faut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on entend par la bienveillance, puisque là, ça reste somme toute relativement vague. On comprend bien ce que c'est inviter à la compréhension, c'est-à-dire porter attention à ce que l'autre vit et essayer de saisir ce qui se passe. Et l'indulgence, pour moi, c'est vraiment l'idée d'éviter d'être dans un jugement sévère, d'éviter la sévérité. Pour moi, dans le développement personnel, en fait, je vais vous donner des thématiques et à chaque fois, je vais vous donner trois éléments qui me semblent être constitutifs de la bienveillance. Donc, la première idée, c'est, pour moi, c'est constitué, premièrement, de la patience. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand vous avez des enfants qui sont en apprentissage, j'ai pris l'exemple d'apprendre à faire ses lacets, c'est pas forcément simple et la patience est importante parce que le bon sens nous dit que si on se met à crier sur les enfants qui sont en train d'apprendre à faire leur lacet, ça va pas du tout les aider. Donc pour moi, dans les éléments constitutifs de la bienveillance, il y a la patience. Il y a aussi la douceur dans la communication. Donc là, pour moi, c'est un élément de forme, c'est-à-dire que il arrivera souvent qu'on ait des choses à dire et qui ne soient pas agréables. On ne pourra pas forcément diminuer la désagréabilité du message lui-même, mais on pourra agir sur la manière dont il est transmis. On ne pourra pas contrôler la manière dont il est reçu, mais on pourra faire ce qui est de notre partie, ce qui est de notre responsabilité, c'est-à-dire essayer de le délivrer avec le plus de douceur possible. Donc par exemple, dire les choses vraiment calmement, essayer de les dire à un moment qui soit opportun, s'assurer de sa propre disponibilité et s'assurer de la disponibilité de la personne à qui on s'adresse. Donc pour faire ça, c'est assez simple, hein. Il s'agit de demander à l'autre est-ce que t'es ok pour qu'on prenne un temps pour discuter de ce thème-là, même si c'est pas simple, même si c'est pas forcément agréable, mais au moins en sollicitant comme ça la disponibilité de l'autre, vous vous assurez que vous préparez le terrain et que vous mettez un maximum de douceur dans la forme. Ça peut aussi consister, la douceur dans la communication, à se retenir en fait, à se retenir de dire les choses à des moments où on sait que ça ne pourra pas être dit calmement. Donc concrètement, ça peut vouloir dire, et je vous renverrai là-dessus sur mon Facebook live sur la colère, mais ça peut vouloir dire se retenir de dire certaines choses à certains moments. Que ce soit éviter de réagir sur le coup à un événement et choisir de partir faire un tour dehors avant de répondre. Ça peut être aussi tout simplement... et ça, c'est un grand truc, je pense, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux textos, à la manière dont on communique maintenant. C'est peut-être aussi l'idée de ne pas répondre immédiatement à un message. De vraiment laisser l'information être digérée par le système et de ne pas réagir dans l'instant parce que là, forcément, il y a des chances que la forme soit pas douce. Donc tout ça, voilà.
La patience, la douceur dans la communication et aussi pour moi la bienveillance, il y a un aspect qui est hyper important, c'est le fait d'être prévenant attentif. C'est-à-dire, euh, je choisis d'écouter, d'observer, de me rappeler des éléments qui concernent l'autre, euh, d'essayer d'anticiper ses besoins en prenant le soin de les valider avec lui ou avec elle. Parce que ça aussi, c'est un truc qui peut être compliqué, c'est-à-dire, si vous êtes déjà dans cette démarche, alors c'est une démarche qui peut être naturelle quand on a été élevé comme ça, ou quand c'est notre caractère premier, ça peut être plus compliqué à faire pour les gens qui n'ont pas été élevés comme ça, et dans ce cas-là, ben, il s'agit de mettre ça comme apprentissage, et c'est ok. Mais dans l'idée d'être prévenant et attentif, c'est vraiment... on va finalement, et c'est un truc qu'on fait beaucoup de manière automatique, deviner ou fonctionner par analogie et réfléchir à ce dont l'autre peut avoir besoin. Parfois, on va taper en plein dans le mille, et parfois pas du tout. L'idée, c'est de ne pas prendre pour soi le fait que l'autre n'a pas ce besoin-là à ce moment-là. Donc dans ce cas-là, la manière la plus simple, c'est de vérifier avec l'autre, en fait, de lui demander tout simplement, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme... quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, vous allez peut-être avoir envie de lui proposer de prendre un thé ou de se voir. Et puis l'autre, en fait, va pas forcément avoir besoin de ça, aura peut-être besoin d'un temps vraiment seul. Et dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est vraiment le besoin de la personne qui est là en ce moment. Et le plus simple, c'est de dire à l'autre, ben voilà, moi je suis disponible si tu as envie qu'on prenne un thé et qu'on discute. Je suis disponible si tu as envie qu'on se voit et qu'on parle de tout sauf du sujet que tu traverses. Et si tu as envie de rester seul, c'est ok. Donc n'hésitez pas à valider avec l'autre dans l'idée de prévenance et d'attention. Et de ne pas prendre pour vous, de ne pas vous sentir, enfin, dans la mesure du possible, mais de ne pas être vexé si l'autre ne veut pas de votre cadeau. Parce que c'est pas de vous dont il veut pas, c'est qu'en fait ça correspond pas à ce besoin-là. Donc là, je vous renverrai peut-être vers les accords Toltec pour ceux et celles qui connaissent. Donc je mettrai ça en lien dans les commentaires. Voilà, pour moi, ces trois éléments, patience, douceur dans la communication, prévenance, ce sont trois éléments qui sont constitutifs de la bienveillance. Il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. J'avais aussi envie de vous parler des domaines d'application de la bienveillance. Parce qu'en fait, c'est un mot, encore une fois, qui est beaucoup utilisé, et puis on peut se dire finalement, mais dans quel domaine de la vie est-ce que ça fait sens d'en parler, d'y réfléchir et d'avoir envie de l'utiliser. Donc moi j'en ai choisi aussi trois, hein. J'ai choisi le chiffre 3 aujourd'hui, il n'y a que trois éléments dans toutes mes parties. Donc en termes de domaine d'application, ça peut être quelque chose de très très important pour vous. Ça peut être tellement important que ça devient ce qu'on appelle en développement personnel une valeur, c'est-à-dire un principe qui est fort chez vous, qui est constitutif finalement de votre personne, à un niveau important. Ça ne veut pas dire qu'il va traverser tout systématiquement, mais ça veut dire que s'il n'est pas nourri régulièrement dans votre vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, ça peut être compliqué pour vous de vous sentir bien à moyen et long terme. Donc un exemple tout simple, il y a des gens pour lesquels la valeur bienveillance sera tellement importante qu'ils auront besoin de l'exprimer dans leur domaine professionnel. Donc il peut s'agir du choix de métier, tout simplement. C'est-à-dire de choisir un métier qui va contenir de la bienveillance. De fait, c'est mon cas, par exemple. C'est pas forcément ma valeur première, mais en tout cas, elle est clairement dans les éléments les plus importants de mon quotidien. Dans le fond, ça va peut-être faire rire certaines personnes qui me connaissent et qui vont dire oui, dans la forme, je sais pas si t'es si bienveillante que ça. On en parlera dans la suite. En tout cas, pour moi, dans le fond, le fait d'être dans les métiers de l'accompagnement depuis maintenant 12 ans, clairement, ça signifie que la bienveillance, c'est-à-dire le fait d'avoir envie et d'être nourri dans l'idée de prendre soin d'autrui quelque part, c'est hyper important pour moi. Après, c'est tellement important que j'ai choisi d'en faire mon métier, ce qui me permet aussi d'éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir quand on en a besoin et qu'on n'en a pas conscience. Je vous renverrai là-dessus vers la grille de lecture du sauveur, persécuteur, victime du triangle de Karpman, que je vous mettrai aussi en lien en commentaire. Donc, la bienveillance, si elle est très très importante pour vous, ça peut valoir le coup de vous interroger. Est-ce que ça a un impact sur mon choix de métier ? Si oui, ben, est-ce que je le vis bien et voilà, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer ? Et sinon, est-ce que ça peut venir m'interroger sur un éventuel changement, pas forcément un changement radical, mais ça peut être un changement aussi dans la manière dont j'exerce mon métier. Par exemple, c'est peut-être pas évident, mais on peut se dire qu'être manager, ben, ça peut fonctionner pour des gens pour qui la bienveillance est un élément important.
Parce que finalement, quand on va interagir avec les personnes qu'on encadre, avec les collaborateurs, le travail d'équipe, ça nécessite beaucoup de bienveillance, quoi. En gros, si on parle mal à ses collaborateurs et qu'on ne prend pas en compte leurs besoins, c'est pas comme ça qu'on les fait grandir et qu'on les fait évoluer professionnellement. Euh, dans les autres domaines d'application, ça peut être aussi tout simplement la question de l'attitude qu'on a au quotidien. Et c'est là où en fait il commence pour moi à y avoir des espèces de pièges liés à la bienveillance. Et c'est là où j'aime vraiment sortir de l'idée gnangnan qui tourne autour de cette thématique. Avoir une attitude bienveillante ou vouloir avoir une attitude bienveillante, ça ne veut pas dire parvenir à le faire tout le temps. C'est absurde. On n'est pas toujours dans la possibilité de le faire, on n'a pas toujours les réserves émotionnelles. Et puis ça dépend aussi de notre personnalité de base, notre construction de personnalité. Ça dépend de notre culture. Et là, je renverrai aux voyageurs et voyageuses qui savent que dans les interactions avec les personnes d'autres pays, il y a des niveaux plus ou moins doux de comportement. Et donc vous allez peut-être naturellement être plutôt attiré par justement des populations où la communication est très douce, où il y a la notion de soin est très importante, la notion d'accueil, ou alors ce ne sera pas très important pour vous et vous en fichez, et vous pourrez tout à fait vous sentir à l'aise dans des cultures où c'est pas du tout, en tout cas peut-être dans la modalité d'expression, où c'est pas une valeur importante. Si je prends un exemple tout simple, quelqu'un qui viendrait de province ou d'un autre pays qui arrive à Paris, la bienveillance, c'est pas la première caractéristique de notre ville et de notre façon de vivre. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez clair. Ça veut pas dire que tout Paris est à mettre à la poubelle, c'est pas du tout le sujet, évidemment. Moi, j'ai un amour infini pour Paris et je me considère comme parisienne, mais sur les modalités de communication, c'est pas vraiment notre point fort. Donc ça pourra aussi vous inviter à vous interroger sur est-ce que vous êtes OK avec votre attitude au quotidien, en essayant de pas trop vous juger, de pas trop vous mettre des tartes. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de modifier? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez envie de les modifier pour l'autre? Est-ce que parce qu'on vous juge ou parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez gentil ou gentille? Est-ce que vous avez envie de les modifier pour vous parce que finalement, quand il y a certaines réactions que vous avez, vous vous sentez pas si bien que ça? Et ça peut aussi vouloir dire, autorisez-vous à aller vers les types de personnalités, vers les cultures. En fait, pour moi, une personne, c'est comme une mini-culture, c'est comme un mini-monde. Donc ça peut vouloir dire autoriser à regarder de quel type de personnes vous entourez, de quel type de culture vous entourez, afin de vous assurer que finalement vous allez vers ce qui vous fait du bien. Donc il y a des gens qui vont peut-être vouloir voyager. Moi j'aime beaucoup les cultures nordiques, japonaises et anglaises, quoi. Donc ce sont des cultures avec beaucoup de distance. C'est quelque chose qui est assez doux pour moi. Et il y a des gens qui préfèrent les cultures très chaleureuses, tactiles, où il y a beaucoup d'expressions verbales et gestuelles, donc peut-être plutôt des cultures du Sud. Alors je suis un peu dans des clichés, mais pour le coup, c'est pas complètement dénué de réalité. Donc sur la question, sur l'élément attitude, sentez-vous libre de vous interroger sur la vôtre et sur les attitudes que vous appréciez plus dans vos entourages, et puis de faire des choix, quoi, en fonction. Un dernier domaine d'application que j'avais envie d'évoquer avec vous, après la notion de valeur et la notion d'attitude, de comportement, c'était la notion de compétence. Pour moi, la bienveillance, ça peut vraiment être vu comme une compétence propre. Donc, ce que ça veut dire pour moi en termes de compétences, c'est qu'il y a donc des domaines d'application, pro, perso, sentimental, amical, familial, etc. Ça veut surtout dire que ça s'apprend. Donc, aux personnes qui auraient la sensation, l'impression de ne pas avoir cette compétence-là ou de ne pas l'avoir suffisamment dans certains contextes, rassurez-vous, comme énormément de choses, ça s'apprend. Vous partez de là où vous êtes, vous vous fixez des objectifs, et après il y a des moyens pour y arriver, donc je vous donnerai certains éléments plutôt vers la fin du live pour faire ça. Donc rassurez-vous, comme énormément de choses, ça s'apprend petit à petit. Aucune utilité de vous flageller quand vous n'y arrivez pas ou si vous avez l'impression de partir de loin. De toute façon, vous faites ce que vous pouvez. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a appris dans la famille, ce qu'on vous a appris à l'école, culturellement. Et après, vous voyez bien si ça vous convient ou pas. Est-ce que vous auriez besoin d'apprendre ou d'améliorer? Ensuite, j'avais envie de vous parler de concepts qui me semblent liés à la bienveillance et qui permettent de comprendre de manière encore plus fine ce que ça peut vouloir dire.
j'avais envie de vous parler de l'idée de justesse. Pour moi, la bienveillance, c'est comme s'il y avait une idée de curseur. C'est-à-dire que, et c'est là où ça devient quelque chose de subtil et d'un peu complexe, c'est que l'idée de justesse, ça veut dire pour moi absence de sévérité, mais aussi absence de laxisme. Quand je vous prenais l'exemple des enfants qui font leur lacet, quand on apprend des choses à des enfants ou quand on les éduque, pour moi, l'absence de sévérité, ce sera par exemple, évidemment, le fait de choisir de ne pas porter la main sur eux, de ne pas utiliser des punitions qui soient éthiquement pas ok, donc je sais pas, ouais, des coups, des punitions qui soient dures ou qui soient dans l'humiliation. Par exemple, tout ce qui est punir devant toute une classe dans le système scolaire ou qui serait dire des mots qui clairement vont impacter l'estime de l'enfant. Pour moi, là, on est dans un aspect de la sévérité qui va rien produire de très intéressant. Sachant que les personnes, pour moi, hein, les personnes qui se comportent de manière méchante ou cruelle, ce sont des gens qui ont été blessés et humiliés. Donc l'absence de sévérité d'une part et l'absence de laxisme d'autre part, parce que quand on élève des enfants, l'idée c'est quand même de les équiper, il me semble, d'un certain nombre de skills, enfin de compétences, de capacités, en tout cas de compréhension du monde, et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles et de normes de fonctionnement de la société qui vont avoir besoin d'apprendre, de trucs qui se font et qui se font pas. Et donc l'idée c'est peut-être pour leur permettre de fonctionner en société, de pas non plus en avoir rien à faire de rien tout le temps. Voilà, donc je prends évidemment des exemples un peu extrêmes et un peu caricaturaux. Et la raison pour laquelle je prends un enfant en exemple, c'est qu'en fait, quand on veut travailler sur la notion de bienveillance, l'enfant génère de manière systématique, normalement, la volonté d'être bienveillant, par définition. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. On peut aussi prendre l'exemple de comment est-ce que vous vous comporteriez avec quelqu'un qui vous est très proche et que vous aimez très fort. C'est une autre manière de passer par, si vous voulez, un objet adapté qui va générer de la bienveillance. Donc l'idée de justesse, c'est-à-dire pas de sévérité mais pas non plus de laxisme. L'idée de limite, et ça vraiment c'est fondamental. Dire non, c'est bienveillant, ça peut être bienveillant. Dire à quelqu'un, c'est pas ok pour moi, quand tu dis ça ou quand tu fais ça. Stopper de voir certaines personnes, ou stopper de voir certaines personnes dans certains contextes, parce que ça vous fait pas du bien et parce que peut-être ça leur fait pas du bien non plus. Refuser de participer ou d'entrer dans certains conflits, que ce soit personnel ou professionnel. Pour moi, ça c'est de la bienveillance. Donc en fait, le non, le stop, le refus, ça peut être vraiment bienveillant. Principalement pour soi et de fait aussi pour l'autre, parce que en disant non à l'autre et en lui indiquant vos limites clairement, vous lui permettez de récupérer sa part de responsabilité et ensuite de se positionner en étant lui ou elle d'accord, pas d'accord, et ça peut donner lieu parfois à des cessations de relations, que ce soit des associés qui décident ou qui choisissent de cesser de travailler ensemble, ou des couples qui se séparent. Voilà, ou des comportements qui sont pas acceptables dans le milieu professionnel. Dans tous les cas, la notion de limite, moi, me semble importante, et c'est peut-être ce genre de notion qui n'est pas intuitivement celle qu'on va lier à la bienveillance, mais en fait, pour moi, elles sont fondamentales. C'est quand même compliqué d'être bienveillant avec quelqu'un si vous savez pas où sont ses limites, hein, dans l'absolu. J'ai aussi envie de faire un lien en termes de concept avec la notion d'empathie, et donc c'est là où je retourne un peu à l'idée que j'ai évoquée en début de conf sur le besoin de l'autre, c'est-à-dire la bienveillance, elle demande aussi à faire appel à un questionnement qui est comment est-ce que l'autre se sent. Comment est-ce que l'autre se sent dans cette situation, en gardant en tête que c'est une hypothèse. On peut aussi se tromper, parce que souvent quand on fait usage de l'empathie, on va fonctionner donc par analogie, c'est-à-dire qu'on va se dire de fait comment je me sentirais à la place de cette personne. Et parfois, en fait, ce sera pas du tout pareil que la personne concernée, puisque vous êtes deux personnes différentes et vous n'allez pas avoir les mêmes fonctionnements et pas les mêmes réflexes. Mais donc gardez bien en tête que c'est une histoire d'hypothèse, mais que pour moi, l'empathie est quand même liée à la notion de bienveillance, c'est-à-dire, ben voilà, pour être bienveillant avec quelqu'un et lui proposer
des gestes qui peuvent lui faire du bien, il s'agit de se demander comment cette personne se sent dans cette situation. Et encore une fois, vous avez tout à fait le droit aussi de valider avec elle. Et de lui dire clairement, moi, à ta place, je me sentirais comme ça. Est-ce que c'est ça que tu traverses? Est-ce que tu te sens comme ça? Ou est-ce que tu te sens autrement? N'ayez jamais peur de poser ces questions-là, parce que pour moi, déjà, c'est faire preuve de considération envers l'autre. C'est vraiment l'idée selon laquelle vous allez prendre le temps et choisir de mettre de l'énergie à essayer de faire la meilleure chose possible. Donc je vois pas en quoi c'est un problème de dire à quelqu'un comment tu te sens. Ensuite, les idées reçues. Alors dans les idées reçues, pour moi il y a un truc avec la notion de gentillesse, d'être trop gentil. Alors ça, s'il vous plaît, quand vous dites ah, je suis trop gentil, pour moi c'est chaud parce qu'en fait c'est comme si on dévalorisait la notion de gentillesse. En fait, c'est pas qu'on est trop gentil, c'est qu'on va trop loin dans ce qu'on donne à l'autre. Euh, donc en fait, c'est pas un sujet de gentillesse, c'est plutôt qu'il y a un problème d'authenticité. Pour moi, la gentillesse, c'est un truc, mais vital, important. Moi, je peux pas être en lien récurrent avec des gens qui sont pas gentils, doux, gentils. C'est pas possible, en fait, je sais pas comment on fait. D'ailleurs, ben voilà, donc il y a des gens avec lesquels c'est un peu compliqué pour moi. Mais l'authenticité, par exemple, la gentillesse, on pourrait croire que c'est dire... on revient un peu à la question des limites, mais dire oui à tout. Exemple concret, je viens à Paris, est-ce que je peux dormir chez toi tel week-end? Être trop gentil, dans l'expression, ça pourrait être consister à dire à l'autre oui, alors qu'en fait, c'est pas un bon moment. Alors qu'en fait, on n'est pas suffisamment disponible, qu'on a besoin d'être un peu dans un cocon, qu'on a besoin de se promener tout le week-end en pyjama et qu'on n'a pas envie de faire le ménage, d'être habillé, de prendre soin de l'autre. Parce que clairement, pour moi, quand on accepte de recevoir quelqu'un chez soi, c'est qu'on est dans la capacité et dans l'envie et la joie de prendre soin de lui, de prendre soin de ses besoins, puisqu'à partir du moment où on héberge quelqu'un, ses besoins sont hyper importants, besoin de repos, besoin d'activité, d'avoir prévu des choses sympas, de prévoir les choses à manger qui vont lui convenir, etc. Et donc ça demande pour moi un minimum d'énergie qu'on a la joie de mettre dans ce projet. Et en fait, pour moi, la gentillesse envers soi et envers l'autre, c'est d'être dans la capacité de dire à l'autre, en fait, non. Parce que si vous acceptez que quelqu'un vienne alors que vous n'avez pas cette énergie-là, vous n'êtes pas dans ces dispositions-là, ça veut dire que vous allez vous faire du mal et qu'il y a des chances que ça ne marche pas très bien pour l'autre. Peut-être ça marchera très bien pour l'autre, mais vous n'aurez pas respecté vos besoins. Donc, pour moi, l'idée, au lieu de penser à la question de gentillesse, ce serait vraiment de s'attacher à l'authenticité. Si je me préoccupe de mes besoins à moi, que je les regarde de manière authentique et franche, j'en suis où? Oui, j'ai de la disponibilité dans tous les sens du terme pour te recevoir, viens, ça va être super cool. Ou alors, ben non, je suis désolée, le week-end où tu as envie de venir, c'est un week-end où je ne serai pas suffisamment disponible. Donc il vaut mieux que tu viennes une autre fois, que tu vois avec quelqu'un d'autre si tu peux être hébergé à un autre endroit. Sachant que vous pouvez aussi vous autoriser à être tellement authentique, tellement honnête et tellement franc que vous laissez à l'autre la liberté de faire un choix. C'est-à-dire vous pouvez très bien dire à l'autre, tu peux venir dormir à la maison ce week-end-là. En gros, voilà, t'as une chambre, t'es vraiment le bienvenu. Par contre, je ne serai pas en capacité de faire un programme d'activité, de me préoccuper systématiquement de ce qu'on va manger. Donc, je peux t'héberger, tu peux venir dormir, mais en gros, la journée, démerde-toi, quoi. Et donc là, l'idée, c'est que, ben, évidemment, je vous parle d'une situation où vous avez un lien suffisamment proche pour pouvoir dire ces choses-là de manière honnête, mais regardez ce que ça donne. Ça veut dire que l'autre, il récupère sa part de responsabilité d'indépendance, l'autre, il va pouvoir faire son choix, et ça se trouve, en fait, ça l'arrange. Ça se trouve, en fait, lui, il avait envie d'être à Paris, et d'être à Paris tranquillement, et d'aller se promener toute la journée tout seul ou toute seule pour aller explorer des choses. Et la notion d'authenticité, lié à la bienveillance, au lieu de l'idée distordue de gentillesse et de devoir être gentil, c'est vraiment une clé dans la bienveillance. Et donc dire à quelqu'un, je peux pas te recevoir, ou je peux te recevoir mais juste t'héberger, pour moi c'est ça la bienveillance, envers soi et envers l'autre.
Donc ça, c'était l'idée de gentillesse. Euh, ou en tout cas d'authenticité, c'est un terme qui me semble vraiment intéressant. Dans les idées reçues, il y a aussi la notion selon laquelle la bienveillance, c'est un peu mou, un peu dans l'inaction ou dans le pas faire. Alors qu'en fait, parfois, la bienveillance, ça peut vraiment consister à intervenir et à intervenir physiquement, voire à manipuler. Je m'explique. Vous partez en soirée avec des potes, il y a votre pote bourré qui est en voiture et qui est sur le point de rentrer. Pour moi, lui piquer ses clés pour qu'il rentre pas en voiture et le mettre dans un Uber, quitte à lui piquer ses clés de manière un peu pas forcément douce, c'est de la bienveillance. Voilà, je vous fais pas de dessin, c'est un avis que je vous donne. Évidemment, vous êtes libre d'être d'accord ou pas du tout, mais pour moi, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi intervenir si jamais, je sais pas, il y a quelqu'un qui semble être en danger ou des personnes qui se battent. Bah en fait, ouais, la bienveillance, ça peut être mettre une tarte en fait à quelqu'un. Alors évidemment, dans la mesure du raisonnable, dans l'idée de la caractéristique de proportionnalité qui est dans l'idée de self-défense. Mais ouais, dans ce cadre-là, pour moi, la bienveillance, ça peut être de mettre des claques en fait. Donc c'est pour ça que ce qui me gêne euh, quand j'entends l'idée de bienveillance être utilisée de manière hyper gnangnan, pour moi, on est à côté de la plaque, c'est pas le sujet. Il s'agit d'évaluer dans chaque situation dans quelle mesure c'est censé. Là, le seul conseil que j'aurais à vous donner, si j'en ai un, c'est faire appel à votre bon sens. La manipulation, j'ai un autre exemple, ce serait, je sais pas, manipuler une vieille personne pour s'assurer qu'elle boive suffisamment d'eau en cas de canicule. Alors encore une fois, je vous prends des exemples hyper caricaturaux parce qu'ils me semblent être illustrer le point que je souhaite vous partager de manière hyper claire. Encore une fois, utilisez votre bon sens. Évaluez dans la situation, est-ce que le fait de me mettre dans un comportement manipulatoire, c'est bienveillant envers moi et c'est bienveillant envers l'autre? Et je pense que parfois ce sera le cas. Libre à vous d'évaluer tout ça. Et j'avais envie de vous partager un truc aussi. Alors, dans le domaine du développement personnel, il y a aussi des habitudes sémantiques qui me font grimper au plafond. Et donc, lié à la bienveillance, il y a vraiment un truc du genre tout est amour, on doit être capable de tout accueillir dans la sérénité. Non, mais il faut arrêter les conneries en fait. Déjà non, tout n'est pas amour, un être humain il n'est pas uniquement constitué. Évidemment, moi aussi je crois au fond que la seule énergie qui existe en vrai dans l'univers c'est l'amour. Mais elle s'exprime de mille manières. Et parfois elle s'exprime par la colère, elle s'exprime par la peur, elle s'exprime donc. Dire tout est amour et en rester là, juste pour moi c'est de la bêtise. C'est de la connerie, en plus c'est dangereux. Euh, Se servir pour moi de cette notion d'amour pour justifier l'inaction, justifier le refus d'entendre quelque chose et justifier de ne pas accepter que l'être humain il a mille facettes, certaines qui sont plus belles que d'autres et que c'est comme ça qu'on est et qu'on est parfait comme ça. C'est vraiment dommage en fait, c'est passer à côté d'une très grande richesse. Donc pour le coup, moi c'est le genre de paroles, quand j'entends des trucs qui ressemblent à ça, ou ça peut être dans des attitudes quoi, un peu perchées, gnangnan, constantes, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est faux et ça peut créer des dégâts parce que quelqu'un qui croit qu'il devrait être constamment dans l'amour et qui n'y arrive pas, et ben en fait c'est ultra culpabilisant et ça ne construit absolument rien. Donc voilà, moi ça c'est des trucs que j'ai pas envie d'entendre, en tout cas que je rejette et que quand j'ai l'occasion d'être confrontée à ça, ben je les laisse à leur place, je les laisse à distance. Voilà, c'est un choix de ma part. Voyez chez vous ce que ça fait résonner. Mais en tout cas, je voulais vous partager ce ressenti que j'ai. Je voulais aussi vous dire, la bienveillance finalement, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Quelle est finalement la fonction? En premier lieu, pour moi, de manière assez simple, la bienveillance, c'est agréable. La bienveillance envers soi et envers l'autre, c'est une manière de vivre qui est bonne, qui est douce et qu'on peut goûter. Ça peut être des gestes et des mots qui sont tout simplement bons à donner et bons à recevoir. Moi, je pense que c'est parce que ça fait partie de la nature humaine, c'est mon opinion. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier à quel point c'est délicieux
d'en donner et d'en recevoir. Ensuite, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à vivre ensemble. La bienveillance, c'est un élément constitutif et un espèce de lubrifiant ou d'aidant au vivre ensemble, au vivre en collectivité. L'être humain est un animal social. Un être humain laissé seul depuis sa naissance, ben, il ne survit pas. Après, il y a des gens qui ont besoin et qui aiment vraiment la solitude, et puis il y a des gens qui choisissent de se retirer du monde, hein, et c'est ok, là c'est leur choix à eux, mais d'une manière générale, c'est quand même pas comme ça qu'on est fabriqué à la base. Donc pour moi, la bienveillance, c'est aussi un élément qui permet le vivre ensemble, et donc ça peut toucher les personnes qui souhaitent s'inscrire dans quelque chose de collectif, de communautaire. Je pense aux gens qui militent, aux gens qui bossent en asso ou qui travaillent en équipe, et clairement, réfléchir à la notion de bienveillance et à concrètement comment ça se manifeste et comment ça peut s'appliquer, c'est aussi une manière de vivre ensemble. Ça rend aussi, et ça c'est un élément important dans la technique de développement personnel et professionnel, la bienveillance envers soi et envers les autres, ça rend pour moi plus facile l'apprentissage et l'évolution. C'est quand même plus facile de modifier ses comportements quand on cesse de se juger et de s'insulter toute la journée. Donc ça c'est un élément technique que je vous donne. La bienveillance, ça permet de faciliter les apprentissages et les évolutions en développement personnel. Voilà. Ça, c'est un truc que je constate au quotidien dans mes accompagnements individuels. Ok. Comment on fait? Alors là, on est quand même dans la partie un peu plus complexe. Comment on fait pour apprendre à être plus bienveillant envers soi et envers les autres? Donc là, je vais faire référence finalement à des ouvrages ou à des techniques qui sont bien connues. Donc il y a la communication non violente. Je vous invite à aller voir du côté, pour le coup, du bouquin de Marshall Rosenberg, et puis des ouvrages et des vidéos de Thomas Dansbourg. Ça peut être une manière, une technique hyper adaptée pour travailler sa bienveillance. Vous pouvez aussi aller voir du côté des travaux et des vidéos et du bouquin de Nathalie Lefebvre, donc qui a écrit C'est décidé, je m'épouse. Elle est vraiment axée sur l'amour de soi en premier, et donc la bienveillance avec soi. Donc si vous avez envie d'aller travailler ça, je vous invite à aller regarder ce qu'elle fait. Et pour ce qui est plutôt de la bienveillance tournée vers l'extérieur, tournée vers les autres, avec les autres, je vous invite à aller voir du côté de l'ouvrage de Christophe Carré, Et si le bonheur c'était les autres. Vous trouverez, je pense, dans ces bouquins vraiment des éléments concrets intéressants pour travailler ça. Évidemment, si vous vous rendez compte que votre apprentissage va pas assez vite ou qu'il reste limité, libre à vous d'envisager des accompagnements, coaching, thérapie, médecine douce pour vous permettre d'accélérer et d'améliorer ces apprentissages-là. Parce que voilà, quand on a été élevé, quand on a traversé des expériences qui font qu'on fonctionne beaucoup dans la culpabilité, dans la difficulté à être doux avec soi et parfois doux avec les autres, c'est important de se rendre compte qu'il y a des obstacles qui sont vraiment inscrits dans l'inconscient et que c'est compliqué de les bouger tout seul. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à des personnes, à des professionnels pour vous accompagner. Et puis, gardez en tête aussi surtout que c'est de l'entraînement. Donc petit à petit, ça demande un investissement en temps et en énergie. C'est aussi l'idée de faire des choix au quotidien, de se dire ok, je vois bien que dans des situations comme celle-là, ça le fait pas. Donc qu'est-ce que je peux faire différemment? Et donc il faudra aussi vous armer de patience et de courage quand on veut modifier les choses vraiment durablement. Bah voilà, ça demande du taf, il faut le savoir, c'est important. À la question de savoir s'il faut commencer par soi ou commencer par les autres, j'ai envie de dire peu importe, de toute façon, pour moi ce sont des allers-retours tout le temps. Donc commencez par ce qui vous semble peut-être le plus simple, le plus facile et le plus accessible. Mais clairement, les deux aspects sont fondamentaux. Donc vous ferez certainement des allers-retours entre la relation que vous avez avec vous-même et celle que vous avez avec les autres. Ce sont de toute façon des relations qui vont se nourrir l'une l'autre. Quand vous vous interrogez sur la bienveillance envers vous-même, vous pouvez, pour vous aider, vous dire comment est-ce que je me comporterais, comment est-ce que je parlerais, comment est-ce que je traiterais dans cette situation,
mon enfant, mon neveu, ma nièce, mon filleul, ma filleule, ou mon meilleur pote, voilà. Et ça vous donnera des éléments peut-être sur les choses que vous auriez à mettre en place et qui sont peut-être pas encore possibles pour vous. Et quand vous travaillez votre bienveillance avec les autres, là je vous invite vraiment à ne pas essayer de le faire tout le temps et systématiquement. Vous n'allez pas avoir envie d'être bienveillant avec tout le monde tout le temps. Ça sera en fonction du degré d'attachement, du contexte. Parfois, il sera plus facile d'être bienveillant avec la personne qui est au guichet de la poste que d'être bienveillant avec votre conjoint. C'est pas la peine de vous flageller, c'est que pour le moment, c'est comme ça. Parfois, ce sera l'inverse. En tout cas, allez-y tranquille, mollo. Essayez pas de tout faire d'un coup. Restez vraiment dans l'observation la plus neutre possible. Je sais que c'est pas simple, mais de vous dire, ok, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça ou j'ai dit ça à machin. Ouais, j'aimerais bien parvenir à faire différemment. En essayant de ne pas passer par la case où vous vous traitez de nulos ou de sous-merde parce que vous n'y arrivez pas encore et que vous avez mal parlé à la boulangère parce qu'elle vous a saoulé, quoi. Libre à vous aussi, quand vous vous apercevez que vous avez des comportements qui sont ceux que vous souhaitez abandonner, de revenir plus tard vers la personne en question et de lui dire l'autre coup, quand j'ai dit ça ou quand j'ai dit ça de cette manière-là, je me suis rendu compte que c'était pas approprié, donc je m'excuse. Vous avez le droit de vous excuser pour la forme, parce que peut-être que le fond, c'est toujours vrai, mais que la manière dont vous l'avez communiqué, vous vous êtes rendu compte après coup que c'était pas cool. Pas cool pour vous, pas cool pour l'autre. Vous avez le droit de revenir et de vous dire je suis désolée, que ce soit le guichet de la poste ou votre conjoint, les deux ça marche. Euh, Sachant que quand vous vous excusez, l'idée n'est pas de vous flageller et de vous dire que vous êtes une merde, l'idée c'est de dire que vous êtes désolé de ce que vous avez potentiellement provoqué chez l'autre. Donc vous, votre seule partie, c'est de vous excuser. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que l'autre accueille vos excuses ou les comprenne. Finalement, s'excuser, c'est un geste qui peut être, dans son premier mouvement, unilatéral. Je suis désolée de t'avoir crié dessus. Ça veut pas dire que vous aviez tort ou qu'il avait raison. Enfin, essayez de peut-être pas trop rentrer dans ces jeux-là d'ego, mais dire vraiment le fait de t'avoir crié dessus, en fait ça me plaît pas. Donc je suis désolée, je vois bien que ça t'a blessé ou heurté. Quand je t'ai dit ça comme ça, je vois que ça t'a blessé ou heurté, je suis navrée. Et ensuite, ça me donnera peut-être plus d'espace pour évoquer le fond de la discussion, encore une fois, à un moment où vous serez dans des dispositions, l'autre aussi. Donc là, voilà, c'est la question du moment opportun et du contexte opportun pour évoquer certains éléments. Voilà, je crois que j'ai quand même dit un max de trucs que je voulais vous partager aujourd'hui. Sur la fin, en fait, j'ai pensé à des éléments qui sont un peu, peut-être plutôt sur l'aspect de la spiritualité, dans le sens comment est-ce que je considère le monde autour de moi, spiritualité, métaphysique, ou en tout cas système de croyance. Donc là vraiment je vous donne des éléments qui vous parlent ou pas, mais pour moi ça pose la question de se dire quel est le rôle de l'autre dans ma vie. Est-ce que c'est un ennemi? En gros, est-ce que les autres sont là pour venir me faire chier, pour me contrarier? Est-ce que je suis une victime et que l'autre me persécute? Que ce soit mon conjoint, ma mère, mon père, le fameux guichet de la poste dont on parle pas mal aujourd'hui. Est-ce que je choisis de croire que l'autre est là pour me faire chier et que décidément aujourd'hui tout le monde s'est ligué pour me casser les bonbons? Ou est-ce que je choisis vraiment de voir le monde comme si l'autre est parfois un miroir qui me renvoie à ce que parfois je peux faire, que j'ai pas envie de voir et qui me plaît pas et que donc je vais choisir de modifier? Est-ce que l'autre est un obstacle à obtenir ce que je veux dans la vie? Est-ce que l'autre est pas finalement plutôt un allié, quelqu'un qui va venir me montrer des choses? Moi, évidemment, c'est cette version-là que j'ai choisie, c'est-à-dire ce qui se passe en lien dans la relation avec l'autre, quel qu'il soit. Je choisis de prendre ça comme des occasions, en fait, comme des opportunités, même si c'est désagréable. Ça peut être une opportunité d'apprentissage, l'opportunité de mieux me comprendre et de mieux comprendre le monde, l'opportunité de mieux connaître mes besoins, de mieux savoir ce qui me convient ou pas, parce que pour savoir que quelque chose ne me convient pas, c'est plus facile quand je l'ai traversé ou quand j'en ai fait l'expérience.
Donc finalement, les interactions avec l'autre qui sont peut-être pas bienveillantes et pas douces, moi je choisis de les voir comme des indices, des indicateurs, des informations. Euh, mais chez moi, c'est un choix de vie, un choix de vie total et complet. C'est-à-dire que j'ai un amour infini pour l'évolution personnelle. J'en ai fait mon métier. Euh, c'est ce que je fais principalement de ma vie par passion parce que j'adore ça et que ça m'intéresse. Et donc finalement, dans les merveilleux avantages de ce choix-là, il y a le fait que l'autre n'aura jamais choisi de me faire chier pour me faire chier. Ça vient me raconter quelque chose et donc c'est une occasion, une opportunité. Donc ça, libre à vous de choisir comment vous considérez les éléments qui vous arrivent dans le relationnel et comment vous choisissez finalement de traiter les choses qui sont pas dans la bienveillance. Comment est-ce que vous choisissez de les regarder? Et en fait, le fait de les regarder comme des opportunités, déjà, ben, ça va adoucir la manière dont vous allez les recevoir. Et pour moi, ça facilite aussi ben, voilà, l'apprentissage et l'évolution. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour l'ensemble de vos commentaires, vos coucous, votre présence pendant ce live. Voilà, je vais vous mettre des éléments dans les jours qui viennent, dans les commentaires, les éléments que j'ai évoqués là rapidement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas voilà, à le partager partout sur les réseaux, partager, peut-être envoyer directement à des personnes qui pourraient être concernées. Faites gaffe quand même que ça ne soit pas non plus pris comme une insulte, vous voyez. Utilisez votre capacité de discernement. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager cette thématique avec vous. J'avais envie de le faire depuis un petit moment. Je vais probablement mettre en place un peu plus de régularité dans les lives. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de sujets que vous aurez envie de voir abordés. Merci pour voilà, votre soutien indéfectible et votre présence. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.